Les animaux vivent un enfer abominable du premier jour de leur existence jusqu'à l'abattoir. Ils n'ont droit qu'aux souffrances. D'autres en parleront sans doute plus que moi. Alors, je voudrais quand même qu'on parle un petit peu de ça. Troisièmement, si, oui. vous avez dit tout à l'heure qu'on donnait les questions. Oui. Bon, alors, je donne les questions dans les chaînes. Alors, il y a 15 questions. Si on en a déjà 3. Ouais. Ouais. Il y a une question sur le nucléaire, il y a les capitaux donc, qui sont bons, et il y a l'écologie, mais j'en parlerai peut-être tout à l'heure. Ouais. Parce que l'écologie, on n'est pas vraiment adulte, et avec ce que vous dites, c'est pas ça qui va empêcher la planète de couler. C'est sûr. Il faut faire ça. Merci. Ouais, on peut t'applaudir. Une quatrième question. Alors, faire femme, homme. Bonjour, alors je suis co-animateur du groupe d'action de Paimpol. Moi j'ai eu la chance hier soir de regarder un très bon document, très joli, très bien fait, très bien réalisé pour une fois sur la 3, et qui parlait de l'histoire du textile, de sa création, c'est-à-dire du 17e, début 18e, jusqu'à nos jours. Et en particulier, le textile il est lié au travail de femmes, parce que 90%, 97% je crois même, c'était du travail de femmes. Alors ça partait du 18e jusqu'à nos jours. Il s'avère que non seulement au-delà d'être sous-payés, ils ont été exploités, mais de bloc en bloc. Le capitalisme s'est formé en France. C'était la première activité française, le textile, que ça soit dans la réalisation ou dans sa transformation. Et ça enrichit un nombre incalculable de gens. Bien avant le métal et le charbon, comme tout le monde pouvait l'entendre. C'était le textile et les femmes qui tenaient notre pays à bout de bras. Et ce document était tellement bien fait que durant les deux périodes de guerre, c'est-à-dire les deux guerres mondiales, on a eu une situation où ce sont les femmes qui ont repris le fonctionnement du pays et qui ont tenu une fois de plus le pays à bout de bras. Et pour une journée dédiée aux femmes aujourd'hui, je pense que c'était important de le signaler, que les femmes, non seulement elles ont une importance capitale dans notre système, mais qu'elles sont souvent là pour maintenir notre situation, maintenir notre société et comment dirais-je, notre avenir. Parce que nombre d'hommes, malheureusement, ont déjà oublié que leur mère était une femme. À qui? À une femme. Oui, bonsoir. Moi, je suis infirmière, donc venue ce soir avec une autre collègue infirmière en santé mentale. Moi, j'aimerais aborder donc le sujet de la santé, à savoir au niveau de la tarification à l'acte, la T2A, comment concrètement l'Union populaire, si on avait la chance d'accéder au pouvoir, comment concrètement on pourrait ramener les lits disparus. Et il y a la question de formation et des médecins, parce qu'on parle beaucoup, nous, les infirmières. Moi, je suis aussi naturopathe, j'ai un cabinet de naturopathie à Plumio, donc la malbouffe, beaucoup de gens viennent justement pour rééquilibrer leur alimentation. Comment on pourrait faire concrètement pour lutter contre les industriels de l'agroalimentaire qui nous polluent, qui polluent l'alimentation par les additifs et qui créent énormément de maladies, les maladies dites de civilisation, des maladies qui n'existaient pas encore, comme le diabète, la sclérose en plaques et autres, des tas de maladies neurodégénératives liées vraiment très fortement en lien avec les additifs et toutes les pollutions qu'on fait avaler aux gens et les addictions qu'on crée autour du sucre et autres. Donc concrètement, comment on pourrait, sachant qu'aussi la santé mentale, ici en Bretagne, on est extrêmement concernés. Travaillant dans un hôpital de santé mentale avec ma collègue, on est confronté à une très grosse vague en lien avec les confinements à répétition et la maltraitance. On a maltraité les personnes âgées, les enfants
dans les écoles, avec le port du masque qui a été aussi une grande maltraitance. Dans les crèches aujourd'hui, on demande aux bébés, à Paris aussi, ici aussi, de faire des tests PCR à des tout petits, à des enfants de quelques mois. Des tests PCR sont demandés à des enfants, à des bébés de quelques mois. Aujourd'hui, on a une grande précarité qui s'aggrave. Nous, tous les jours, c'est comme un casting, il nous reste 2 lits, on a 4 patients en crise suicidaire. Quel va être l'heureux élu? Ça, c'est là, concrètement, ce matin, c'est ce que j'ai vécu. Les familles dans le Trégor souffrent énormément de cette précarité de lit, avec des familles en grande souffrance, en lien avec des dépressions récurrentes, des crises suicidaires et des passages à l'acte. Donc ça, c'est une réalité au jour le jour. Donc concrètement, comment on peut ramener plus de lits et comment on peut lutter avec la T2A et la malbouffe, sachant que les industriels comme Danone, Kellogg's et tous les grands groupes, comment on peut faire. Et le lait en France, un monsieur nous parlait des reportages, il y a eu des documentaires faits sur le business du lait et le lait, comment on pollue le lait et comment les producteurs sont acculés les locaux. Donc voilà, je m'en arrêterai là parce que ça fait beaucoup de sujets. Merci de votre écoute. Merci. Un homme. Ah non, encore une femme. Il n'y a pas d'homme. C'est pas grave. C'est la journée des droits des femmes. Donc, je suis une femme. Je suis une soignante aussi. Je suis mère et je suis aussi une future malade. Et j'aimerais savoir comment faire pour faire comprendre, surtout aux directions hospitalières, que l'investissement n'est pas un coût. C'est un investissement pour l'avenir. Et j'aimerais savoir aussi comment est-ce qu'on peut faire pour que les médecins s'installent dans nos pays qui se vident. Et savoir comment vous envisagez ça. Comment est-ce que vous voyez une obligation d'installation, par exemple, pour nos médecins qui savoir comment on peut faire pour qu'ils reviennent, parce que nous, à la maternité de Guingamp et la chirurgie, on a peur de la fermeture, parce que c'est un vaccin qui va mourir. Alors, voilà, on aimerait bien qu'on fasse des choses. Et que ça reste. Ouais. Voilà, on va dire. Merci. Ah. Bonsoir. Alors moi, c'est pas du tout le sujet de la femme, c'est pas du tout le sujet de la santé, mais ça s'approche un petit peu. On assiste à une guerre qui est dans le grenier avec l'Europe. Moi, ce que j'ai peur, c'est de la spéculation qu'il va y avoir et qui va entraîner une famine partout. Parce que quand le blé sera cher et qu'il y aura des gens qui le mettront dans les greniers pour attendre que ça monte encore et encore, comment on peut faire pour empêcher ça? Parce que ça induit aussi un problème de santé publique, quelque part. Merci. Une autre question? Oui. Oh, on est à la 10e. C'est la 15e. Non, Bonjour. pas encore. Oui, alors, moi je suis simple citoyen, je suis ni économiste, ni sociologue, etc. Mais à chaque fois, je me pose la question, notamment par rapport à la misère de l'hôpital public en France, et en Outre-mer d'ailleurs. Je voulais savoir, beaucoup se posent la question, mais alors, où passe le pognon? Parce qu'on est quand même les champions des prélèvements obligatoires en France. En Europe même, et peut-être dans le monde. Alors où passe le pognon? À chaque fois, je me pose la question. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci. Merci à vous. Hop, vas-y. J'ai pas grand-chose à dire, mais je voulais juste dire que je trouvais qu'on parlait pas assez des vieux. Surtout quand j'ai appris que notre insoumis écolo avait mon âge, mais à l'inverse. Et oui, j'en suis pas encore là. Mais l'hôpital, je connais.
Et une fois, par exemple, on m'a dit on vous souhaite parce que vous êtes encore assez jeune, mais c'était il y a 2 ans, là je crois que j'ai dépassé. Et je pense que c'est aussi une question. Je veux dire, là j'allais mal il n'y a pas très longtemps. Je téléphone au CNP pour dire je voudrais un rendez-vous. Et on m'a demandé mon âge et on m'a dit vous passez en gériatrie. Et donc une morale que j'avais pas quand j'ai commencé à téléphoner. Je trouve qu'il y a des choses à pas faire, quoi. Des séparations à pas faire. Et puis que les personnes qui ont un certain âge, elles ont aussi des choses, des capacités, et qu'il faut aussi les utiliser, et puis qu'il faut aussi les écouter, et ça, c'est ce qui se passe pas très souvent. Voilà, c'est tout. Merci, c'est super. Une autre question? Oh, t'es à donner. Non, mais là, ça va être une vraie question. Il y a un sujet qui me gêne dans notre programme, c'est qu'en 2017, on parlait de 1800 €, vous vous souvenez, pour le SMIC. Et ça avait été quasiment entendu. Je pense que moi, 1400, c'est pas assez. Aujourd'hui, dans notre société, 1400 €, c'est pas suffisant. Je peux en parler parce que c'est ce que je touche comme pension de retraité. Et j'ai beaucoup de mal à y arriver. Et je peux vous garantir que je suis loin d'être quelqu'un de dépensier. Donc 1400 € pour quelqu'un qui a une famille, qui a besoin de tout. 1400 €, le SMIC, c'est pas assez. Il faut très honnêtement être minimum à 1500. Parce que 1500, d'ailleurs, le gouvernement actuel l'a reconnu. Parce que quand l'autre fois ils font des déclarations et qu'ils disent qu'on va aider les gens qui touchent moins de 2000 € par mois, ça veut dire qu'ils savent qu'à partir de 2000 € par mois, on est en dessous d'un certain seuil qui permet de vivre normalement. Voilà. Merci. Merci, Anne. Encore une? Encore ou... Non? Il n'y en a plus? Eh bien alors, les réponses. Je m'enlève, sinon je ne vois pas. Je vais essayer de répondre à quelques éléments. Tu fais la moitié, je fais l'autre moitié. Ok. Du coup, je choisis ma moitié, c'est... Je choisis, voilà. Très bien. Alors, je vais commencer avec la question qu'est-ce qu'on fait s'il y a une fuite des capitaux, etc. Je pense qu'il ne faut pas s'alarmer outre mesure là-dessus. On a quand même eu une séquence télévisée assez agréable où on avait Geoffroy Roux de Bézieux, patron du MEDEF, face à Jean-Luc Mélenchon, qui nous a dit « Ah oui, mais moi je sais que ce ne sera pas le cas si vous arrivez au pouvoir. Et je sais que si vous arrivez au pouvoir, vous appliquerez votre programme. » Donc en fait, il y a de plus en plus de titres de presse, du Point, de l'Opinion, voilà, sur oh là là, déjà les fuites de capitaux en prévision, si Jean-Luc Mélenchon arrive au pouvoir, etc. Je pense que d'une part, on a, je n'ai pas les détails, mais un mécanisme qui permettrait de faire en sorte qu'il n'y ait pas cette fuite des capitaux. Et puis par ailleurs, le programme économique qu'on applique, il permet en fait de relocaliser toute une partie de la production de richesses, etc. Donc en fait, on dépendra beaucoup moins des grands flux internationaux, des cours en bourse, etc. L'idée c'est ça, c'est de recréer une économie qui est concrète, qui est réelle, du coup qui ne dépend pas de manière exclusive des décisions de 2-3 milliardaires de placer leur argent ici ou là. C'est justement de ça qu'on veut se départir en reconstruisant une souveraineté économique et en dépendant de tout ce qu'on a de richesses véritables, de richesses humaines, de richesses en termes de ressources sur notre territoire. Donc je pense qu'il n'y a pas un immense sujet d'inquiétude là-dessus. Je ne dis pas que ce sera un long fleuve tranquille. Je pense qu'il va falloir beaucoup batailler parce que effectivement le programme qu'on porte il va à l'encontre de certains intérêts, et de certains intérêts qui sont puissants. Donc il ne faut à la fois pas être naïf, je pense, mais pas être alarmiste outre mesure. Voilà. Notre programme, à mon sens, est le seul à être lucide sur les enjeux. Il est radical, mais parce que la situation est radicalement grave. Voilà. Voilà. Donc je pense que là-dessus, on n'a pas
on n'a pas à s'inquiéter outre mesure. Il y avait une question sur les élevages intensifs. La réponse est brève, courte, simple. On va les supprimer. Voilà. Parce que, et je sais que c'est un sujet important ici en Bretagne, parce que en fait, ça participe et c'est la pointe avancée de ce que le capitalisme a de plus brutal et de plus déshumanisant. En fait, ces lieux-là sont une souffrance, mais y compris pour les humains qui y travaillent, en fait. Et ça participe de ce système où, en fait, l'économie et notre manière de consommer est devenue complètement abstraite. Aujourd'hui, un enfant qui a connu que ça, qui a connu que de la viande industrielle, il n'a pas du tout conscience, en fait, du processus de production qui amène ce bout de viande sur son assiette et qui est souvent un bout de viande de mauvaise qualité, etc. Donc, en fait, l'idée, c'est de sortir de ce système-là et de reconstruire un modèle agricole, un modèle alimentaire qui, en fait, remet aussi du lien humain et de la compréhension du monde dans notre manière de consommer et de nous alimenter. Donc voilà, on les supprime. Alors, il y avait toute la question de la santé, de la détérioration de la santé, notamment de la santé mentale. Et moi, j'en ai parlé brièvement parce que, à mon avis, c'est un sujet mais majeur, immense, qui est sous-jacent partout. En fait, c'est pas vraiment un sujet qui est qui est beaucoup abordé. Et pourtant, je pense que si on faisait un peu le tour de la salle, on est chacun en présence ou confronté, d'une manière ou d'une autre, à ces questions-là. Et en fait, c'est aussi le symptôme de cette situation. Quand je parlais de capitalisme de crise, c'est ça en fait. On arrive à une situation où tout s'accumule. Notre génération, par exemple, notre avenir, on a franchement du mal à se projeter. On a comme toile de fond l'effondrement écologique, on a eu la pandémie, on a eu, le monde vers lequel on va est franchement inquiétant. Et donc, en fait, je pense que ça, plus en fait le fait qu'on vit dans une société d'accélération, d'hyper-stress constamment, en fait, ça a forcément des effets sur à la fois notre santé mentale et notre santé physique. Et donc, en fait, le renforcement et la remise en vigueur de l'hôpital public, il inclut il inclut la question de la santé mentale et des hôpitaux psychiatriques. Et en fait, c'est une fois, là encore, on voit la complémentarité entre les différents volets du programme. C'est-à-dire que globalement, si on va vers une société plus apaisée, où en fait on sort de ces logiques libérales qui poussent à une accélération constante des modes de vie, et c'est aussi une manière de prévenir à la fois les maladies physiques et les maladies mentales. Bon, c'est une perspective un peu plus long terme. Et sur tout ce qui est, il y avait des questions sur l'alimentation, etc. Et en fait, l'idée c'est d'encadrer de manière extrêmement forte tout ce qui va être additif, tout ce qui va être également les pesticides. Donc en fait, c'est aller et relocaliser le tout, ce qui fait que la composition normalement de ce qu'il y a dans les supermarchés sera davantage locale, davantage saine. Il y a aussi l'idée de bloquer les prix sur 5 fruits et légumes. Donc en fait, voilà, c'est tout, encore une fois, l'investissement aussi dans l'agriculture bio, le fait le but c'est de remettre 300 000 paysans, nouveaux paysans en activité sur de la production bio et locale, ça participe de ça également. Alors, il y avait une question sur comment faire comprendre aux directions hospitalières notamment que l'investissement n'est pas un coût. Et donc, en fait, une des choses qui ont été transformées aussi dans tout l'enchaînement des lois, de la loi Bachelot à la loi Ma Santé 2022 qui date de 2018, je crois, c'est aussi la manière dont l'hôpital est géré. On est allé d'une situation où en fait vraiment le personnel soignant et les médecins
avaient leur mot à dire, etc., à une situation où en fait les directions hospitalières, c'est de plus en plus des technocrates, des gens qui sortent d'école, etc., qui ont donc une idée très très précise de comment gérer l'hôpital et qui ont des objectifs de réduction, voilà, vraiment de gestion qui sont des gestions comptables, où il n'y a pas de place pour, en fait, là on a besoin de plus de temps avec cette personne parce qu'elle va pas encore bien, cette personne elle a besoin d'avoir un lit encore 2 nuits de plus, voilà. Donc, plutôt que d'essayer de changer la mentalité de chaque direction hospitalière, je pense que l'idée c'est de sortir complètement de cette logique-là, de changer également la manière dont les hôpitaux sont gérés, remettre le personnel soignant, mais pas juste les médecins, remettre les infirmières, les aides-soignantes aussi au centre de la décision, parce que c'est finalement elles, enfin je dis elles parce que la majorité sont des femmes qui voient le quotidien et qui voient ce que ça veut dire apporter un soin à quelqu'un. Elles savent, elles, ce que ça veut dire. Donc je pense qu'il y a une question démocratique aussi à poser au niveau de l'hôpital public aujourd'hui. Non, c'est pas vrai, j'ai pas fait les prélèvements obligatoires. Et les personnes âgées. Et non, il y avait d'autres choses, non? Oh, il y avait beaucoup. 14. Non, franchement, elle a répondu quasiment à tout. Moi, non, c'est pas un problème, au contraire. ça me Bravo. Alors, d'abord, alors, ben non, parce qu'en fait, il y avait pas mal de questions, bien sûr, auxquelles tu as répondu déjà sur tout ce qui est hôpital. Hein. Voilà. Ben oui, on va tout simplement arrêter la T2A et puis faire une politique en fonction de la satisfaction des besoins. Et en fait, ça, c'est un fil rouge sur tout. On est là pour satisfaire les besoins. Et en fonction des besoins à satisfaire, eh bien, on dégage les budgets. C'est valable pour la santé, c'est valable pour tout. Des agences régionales de santé, mais je pense qu'on peut avoir besoin d'agences régionales de santé, mais dans un tout autre objectif. Dans un tout autre objectif, mais radicalement différent. Voilà, l'objectif ne doit pas être l'organisation de la rationale, voilà, non, ça va être l'inverse. Parce qu'on a besoin là, mais elle le dit très bien, Sabrina, c'est que partout, on se dit, c'est quoi les besoins? Il vous manque quoi? Vous avez quoi? Vous avez plus de bouteilles d'oxygène, vous avez plus de gants, de blouses, vous les avez vus, on les avait vus avec des sacs poubelles. Hein? Quels sont service par service, région par région? De quoi on manque? Et on inverse. C'est valable pour l'hôpital, mais c'est valable pour l'école dont vous n'avez pas posé de questions. mais moi, mes cantinières, vous savez quoi que j'ai vu aujourd'hui? Elles faisaient la vaisselle avec de l'eau froide. Et depuis 4 ans, ça fait 4 ans, il n'y a pas d'eau chaude. Mais dans quel pays développé, hein, dans les cantines scolaires, on n'a pas d'eau chaude pour faire la vaisselle? Et après, on va nous parler de santé environnementale, d'hygiène, bon. Bref. Donc la santé, c'est bien sûr les hôpitaux, c'est les hôpitaux psychiatriques. Mais moi, je suis conseillère d'orientation psychologue de métier. Et c'est aussi la psychologie. Et la psychologie, elle a été sacrément malmenée. Moi, je peux vous dire, hein, il y a 20 ans, j'étais conseillère, je suis toujours professionnelle, même si je suis en disponibilité. J'intervenais à plein temps sur 2 établissements scolaires. Donc on était en capacité d'être vraiment des lieux d'écoute. On travaillait avec les élèves de 6e sur les questions d'adaptation. On essayait de voir un petit peu les 4-5 élèves qui pouvaient avoir différents types de difficultés dans la classe. Puis on passait dans tous les niveaux. Donc on était vraiment un lieu où on pouvait parler. Alors c'était dur, hein, parce que quand tu es sur tes premières années professionnelles et que du coup tu es vraiment un lieu où ça parle, du coup tu as les jeunes filles qui viennent te parler des problèmes qu'elles vivent chez elles. Et il faut la recevoir, cette parole de femmes victimes d'inceste, hein, de gamines de 12 ans qui ont un vécu déjà terrible. Et puis quand j'ai un peu arrêté quand je me suis mis à mi-temps, parce que j'avais commencé à avoir un mandat d'élu, j'étais encore sur 2 établissements scolaires. Ben oui, parce que là j'étais à mi-temps. Donc forcément, du coup, je faisais plus tout ce travail-là. J'étais quand même surtout sur les élèves de 3e,
Hein, donc on explique comment se passe l'orientation après la 3e et les entretiens individuels. Comme par hasard, il n'y avait plus de jeunes filles qui venaient me parler qu'elles avaient été victimes d'agressions sexuelles. Est-ce qu'il y en a eu moins des agressions sexuelles? Est-ce qu'il y avait moins de problèmes d'inceste? Je pense que non. Mais il n'y avait plus de lieu pour que cette parole, elle puisse s'exprimer. Et c'est de ça dont elle crève la société. C'est que on est obligé de faire des grands mouvements MeToo pour libérer de la parole, mais quand cette parole, elle se libère, est-ce qu'il y a un endroit où on en parle? Où on prend le temps d'échanger avec des psychologues ou simplement des lieux collectifs de prise de parole, mais qui permettent de faire du sens. Faire société, c'est parler, c'est échanger. On est une société qui devient violente quand on n'a plus de lieu où on peut parler, échanger. C'est valable pour notre santé mentale, mais c'est valable pour notre santé et notre bonheur au travail, c'est valable pour tout. Puis après, on se retrouve, on est âgé, on veut parler, et on va vous dire, c'est pas pour votre âge d'aller voir un psychologue en CMP, c'est ça ce qu'on vous a dit. Mais c'est honteux. On a le droit au bonheur à tous les âges de la vie. Et à tous les âges de la vie, pour avoir le droit au bonheur, il faut avoir le droit à l'estime de soi. Avoir la possibilité de parler, de se reconstruire. Et avoir la possibilité aussi de parler en collectif. Et pas simplement avec un psy, mais aussi avec un psy. Et ce travail sur le droit au bonheur à tous les âges de la vie, je pense que c'est une des fonctions aussi de notre programme. C'est de considérer que tous les âges de la vie doivent être pris en considération. Alors ça va demander un sacré changement et une sacrée formation dans toutes ces professions-là et dans le changement du regard de la société. Hein. Parce que je peux vous dire, par exemple, si on reprend le fil rouge des femmes, les gynécologues, vous croyez que tous les gynécologues parlent véritablement sexualité avec les jeunes ados quand ils les reçoivent? Moi, mes gamines, la première fois que je les emmène, mon aîné, à un gynécologue, la gynécologue, c'est devant moi, alors que ma gamine est à côté de moi, qu'elle lui demande « Est-ce que vous avez déjà eu des rapports sexuels ?» Alors, c'était pas grave, je veux dire, je m'entends très bien avec ma fille, on parle de tout ça. Mais il a fallu que ce soit moi qui dise à la gynécologue « Écoutez, peut-être ça serait bien de prévoir un temps où vous êtes seule avec ma fille. Parce que peut-être elle a envie de parler sans parler devant sa maman. » Alors évidemment, ma fille très culpabilisée. « Mais non maman, reste, tu peux rester !» Paniquée de se retrouver seule avec cette femme avec qui c'était un peu difficile, visiblement, de parler de ces choses-là. Mais vous voyez le problème? Et puis, les femmes, là, quand arrive la ménopause, on en parle de la ménopause avec les gynécologues en ce moment? Hein? On en parle de ce sujet tabou? Non, jamais. Pourtant, c'est important, non, dans le droit au bonheur, qu'il n'y ait pas de tabou et qu'on en parle de tout cela. Si ça arrivait aux mecs, je peux vous dire qu'on en parlerait un peu plus. Hein? Puis je vous assure, messieurs, que ça peut être vachement sympa pour vous, qu'on arrive à mieux se libérer à en parler. Ça sera plus sympa aussi à deux. Et puis alors, quand on arrive au 3e âge de la vie, hein? Moi, ma maman, elle a des problèmes de perte de mémoire. Mais alors, comme elle a fait un IRM et qu'il n'y a pas de problème,